Bonjour les runners, bonjour les sportifs, bonjour au petit monde de la course à pied, c'est Seb et je suis ravi de vous retrouver pour ce 24e épisode du podcast À côté de mes pompes en ce jour de Noël. Donc je vous souhaite un joyeux Noël à toutes et à tous. J'espère que vous avez été gâtés, que le Père Noël a apporté des cadeaux en lien avec le running sous le sapin. Je vous souhaite de passer d'agréables fêtes au sein de votre famille avec vos proches. Profitez de ces moments de joie, de bonheur, de retrouvailles peut-être, parce que cette période est vraiment compliquée et ça fait du bien d'avoir un petit peu de lien social et vous m'en apportez. Après chaque épisode, c'est vrai que je suis ravi de pouvoir échanger avec vous sur les différents sujets. Alors aujourd'hui, on va être très concret. Un épisode qui va être plus court que d'habitude. Vous allez tous être pris par les festivités, donc je me suis dit, je vais pas réaliser un épisode trop long. Un épisode qui va être très pratique avec le réveillon du 24 décembre hier. Aujourd'hui, repas de Noël. La semaine prochaine, réveillon du 31 décembre, puis 1er janvier. Alors face à ce marathon alimentaire, j'ai fait appel à David, qui est donc la personne qui a mis en place un cabinet de diététique et de nutrition qui s'appelle Nutéo Consult. Il se trouve à Orléans et David est la personne qui fait partie de mon staff et qui me suit sur le plan alimentaire. Avec David, on a essayé de détailler quelques petits pièges qui pourraient se glisser dans ces repas de fête relativement chargés pour nos estomacs et on va essayer de déjouer ces quelques embûches de façon à ce que vous passiez les fêtes sereinement tout en vous faisant plaisir, puisqu'on est quand même dans une période de fête, donc on va pas se martyriser l'esprit avec l'alimentation, il faut quand même se faire un petit peu plaisir dans cette période. Donc je vais vous laisser en compagnie de David pour cet épisode, et puis vous ferez attention, parce qu'au milieu de l'épisode, il y a eu une entrée improvisée d'un patient, donc vous entendrez peut-être un petit bruit de fond, mais j'espère que ce sera quand même audible pour tous. Pour ma part, je vous retrouve la semaine prochaine, 1er janvier, avec peut-être des bonnes résolutions à mettre en place pour cette année 2020. Allez, je vous embrasse et je vous souhaite encore de joyeuses fêtes de Noël. Alors bonjour David, merci d'être l'invité du podcast aujourd'hui. Les fêtes approchent et on va essayer de ne pas commettre certaines erreurs avec cette alimentation relativement riche de fin d'année. Je vais te laisser te présenter déjà sur ce métier de nutritionniste et diététicien et puis quelques mots quand même sur ton parcours sportif qui est assez intéressant. Eh bien, tout d'abord, bonjour Sébastien, merci de m'offrir cette opportunité de dialoguer avec toi. Donc, pour retracer un petit peu mon parcours, donc je suis diététicien nutritionniste, spécialisé dans le sport, nutrition du sportif, mais également pouvant s'adresser à tout type de public. J'exerce depuis 2007, du coup, à Orléans Centre, au 10 rue des Maltotiers, proche de la patinoire. Donc, nous, on a fait connaissance ensemble dans le cadre justement d'un échange sur ta pratique pédestre et la gestion de l'alimentation par rapport à ça. Donc, échange qui avait été très intéressant. Donc là, on va parler un petit peu, je crois, tu m'as sollicité pour parler un petit peu des fêtes de Noël. Ouais, qui approchent et qui peuvent causer beaucoup de soucis. Quand on est sportif, ça va être un dilemme de choisir les bons produits. Et je voulais voir avec toi justement et permettre aux auditeurs de savoir vers quoi on peut se tourner durant cette période de fête où les repas vont s'enchaîner, même si le contexte actuel ne permettra peut-être pas de grands rassemblements, mais voir comment on peut justement choisir les bons aliments pour que, au sortir des fêtes, on n'ait pas pris 3-4 kilos. Alors, bon, j'imagine que ton auditoire est constitué de sportifs. On a essentiellement des runners, des sportifs. Je pense pas que les gens vont couper pendant cette période de fête. Donc, si on peut leur donner des astuces, c'était Est-ce que tu as une stratégie déjà pour aborder cette période ? Alors, tu m'as présenté comme sportif tout à l'heure, effectivement. Donc, je pratique aussi la course à pied comme toi et la natation dans le cadre du swimrun. Et la première recommandation que je pourrais fournir aux auditeurs, c'est de maintenir une activité physique, de rester actif et proactif. C'est pas forcément la meilleure période pour faire l'impasse sur la dépense physique, puisque l'activité physique va être un régulateur intéressant qui pourra être mis à profit pour compenser les petits excès qui sont propres à ce type de période.
Donc, maintenir une activité physique, ça veut dire effectivement peut-être baisser en intensité, baisser en régime, en fréquence, mais conserver tous les 2-3 jours un petit footing, un petit décrassage, une petite séance de renforcement musculaire ou même de PPG. Hein. Donc, on continue à bouger, même si les repas vont s'enchaîner et vont, entre guillemets, nous laisser un petit peu assis, c'est-à-dire qu'on va devoir se dégourdir un petit peu les jambes entre ces différents repas. Ça, ce serait ton premier conseil. Est-ce que la veille, l'avant-veille, on a une adaptation au niveau de l'alimentation avant ces repas un petit peu plus copieux que d'habitude? Comment on Oui. procède? Voilà, il peut être judicieux effectivement de prévoir ce qu'on appelle des repas de compensation, d'encadrer la période de festivité de repas de compensation. Ça commence par un petit déjeuner, par exemple, qui peut être allégé. Ce que j'appelle traditionnellement le petit déjeuner détox. Petit déjeuner détox, c'est par exemple un thé vert, un produit laitier, un fromage blanc, un yaourt maigre, ou pour ceux qui consomment pas de produits laitiers, un yaourt à base de soja ou d'amandes. Et par exemple, ça peut être un fruit, un pamplemousse. Un pamplemousse qui est un des fruits les moins caloriques. Et du coup, on peut remplacer son petit déjeuner par ce petit déjeuner détox, déjeuner de compensation. Également, par exemple, à l'issue de la période de festivité, on peut inclure un repas qu'on appelle de compensation avec, dans ce cas-là, une protéine maigre. Donc, par exemple, ça peut être un poisson, ça peut être des œufs, avec des légumes. Ça peut être un potage, ça peut être une crudité, une salade, ou ça peut être aussi tout simplement une petite poêlée de légumes. Et puis on peut ajouter à ça un produit laitier, un yaourt nature ou un fromage blanc. Donc ça c'est ce qu'on appelle le repas de compensation qui permet de rattraper en quelque sorte les excès qu'on a pu avoir sur les prises alimentaires précédentes. D'accord. Donc ça, on peut le faire, voilà, au niveau de ces journées qui s'annoncent Si on relativement parle chargées. concrètement du réveillon, on peut faire ça par exemple le 24 midi, poisson, légumes, yaourt, et le 25 au soir, potage, deux blancs d'œufs et puis une clémentine par exemple. Donc tu conseilles quand même d'avoir une prise alimentaire plutôt que de sauter carrément un repas. L'option j'ai pas faim, je mange pas, c'est pas forcément quelque chose de souhaitable. Si, tout dépend de la quantité effectivement qui a été prise et puis de l'heure à laquelle a été de la durée en fait du repas. Si par exemple le 25 le repas s'est étalé sur toute la journée, effectivement on peut sauter le dîner. Si par contre le repas a été important mais qui s'est terminé à 14h ou 15h et qu'on a quand même envie de prendre quelque chose, on peut placer ce modèle de repas au dîner. Donc là, on a vu. On continue à bouger. Ça, c'est Voilà. l'élément fondamental. Et on a une alimentation un petit peu allégée et réduite sur ces veilles de repas ou le jour du repas, donc précédant une prise alimentaire, on va dire, relativement conséquente. Alors, est-ce qu'on peut se faire plaisir quand même sur ces repas de fête et sur ces repas de fin d'année? Qu'est-ce qu'on pourrait proposer à nos auditeurs et aux personnes qui sont également sportifs parce qu'ils n'ont pas forcément envie de couper pendant cette période-là? Alors, effectivement, bon, les auditeurs vont pas attendre que je leur dise de se faire plaisir pour effectivement faire ce choix. Mais par contre, c'est dans les comportements, les attitudes qu'on peut éventuellement gagner un petit peu. Alors, quelques conseils. Manger de tout, mais en quantité raisonnable. Être gourmet, mais pas gourmand. Boire effectivement, mais en quantité raisonnable, lentement, et éventuellement, si c'est de l'alcool, alterner avec de l'eau, par exemple, un verre d'alcool, un verre d'eau. Miser aussi sur le verre, par exemple en positionnant une salade ou un accompagnement de légumes pour ceux qui souhaiteraient faire ce choix. Il faut savoir effectivement que les légumes sont source de fibres et les fibres alimentaires sont des piégeurs de graisse. C'est-à-dire que si vous avez un repas dans lequel il y a des légumes, les fibres vont jouer le rôle de piégeurs, vont capter les graisses et les sucres, une partie des graisses et les sucres, et c'est autant de calories en moins que vous allez du coup absorber vous-même. Donc bien miser sur le vert. Le vert VRT. VERT, oui, la couleur vert. Après, c'est pas forcément les verts à enquiller.
Est-ce que dès l'apéritif, tu aurais des conseils à nous donner sur des choses qui seraient vraiment à éviter ou alors à privilégier? Parce que on est peut-être en train de faire notre liste de courses et peut-être des aliments qui sont à la fois des aliments plaisir, mais qui vont pas forcément avoir un gros impact au niveau calories ingérées. Donc sur les alcools, plus le degré est élevé et plus les calories sont importantes, plus la teneur en sucre est élevée et plus les calories sont importantes aussi. Donc c'est vrai que à choisir, on va plutôt choisir par exemple un vin blanc sec et on va peut-être éviter de mettre de la liqueur de cassis dedans, ou de mettre du sirop. On va plutôt le champagne va être plus intéressant que les vins cuits ou les vins sucrés. Voilà. Mais après, bon, chacun fait les choix en fonction de ses goûts. Si le pourcentage d'alcool est important, on va essayer quand même de se limiter sur les quantités. Donc c'est vrai que ça monte très très vite. Sur les cocktails, donc on peut essayer, par exemple, de mettre un petit peu moins d'alcool, un petit peu plus si c'est du soda, un peu plus mettre du soda zéro. Si c'est du jus de fruits, voilà. Donc, jus de fruits qu'on va couper avec un peu d'eau, etc. Donc on peut arriver à biaiser. Bon, après, si on boit pas d'alcool, il existe des petites formules qui sont sympathiques, comme par exemple de presser un jus de pamplemousse, verser un petit fond dans une flûte de champagne et puis rajouter du Perrier ou une eau gazeuse quelconque. Et ça vous fait en fait un petit cocktail goût pamplemousse qui peut être agréable à boire si on n'apprécie pas l'alcool. Ouais, ce qui garde un petit côté festif avec quand même Voilà, les bulles du c'est ça. Perrier, effectivement. Au niveau si on reste dans l'apéritif, on avance, les petites collations, les petits fours, est-ce qu'il y a des choses qui sont aussi à prendre avec des pincettes? Est-ce qu'il y a des amuse-gueules, je dirais, qu'on pourrait privilégier, confectionner, qui ne soient pas justement trop impactants parce qu'il y a, voilà, toute la suite du repas qui va se dérouler et se décliner par la suite. Voilà, comme tu le dis, effectivement, il y a toute la suite du repas. Donc, tout ce qui va être très calorique, comme par exemple les les chips, les cacahuètes, les petits feuilletés, etc. C'est sûr que ça va rajouter beaucoup de calories dès l'entrée en matière. Donc, ça va alourdir la facture. Si on a le choix, bon, effectivement, on va plutôt privilégier des petites brochettes ou des petites verrines. On va privilégier aussi tout ce qui est à base de poissons, de fruits de mer, etc. On peut imaginer des petites crevettes, des petites moules apéritives, des choses comme ça. Et puis de la mousse de thon, par exemple, c'est assez facile à réaliser en mélangeant, par exemple, un fromage frais avec du thon. On peut aussi utiliser comme support des navettes d'endive, on peut utiliser du radis noir, on peut utiliser du concombre, etc. Donc les supports sont pas forcément réalisés à base de farine, de farineux, mais peuvent être réalisés à partir de crudités. Alors, il est vrai que toutes ces astuces, hein, de prendre plutôt des endives ou des choses, on va dire, un petit peu plus naturelles sont des bonnes astuces parce que en début de repas, même si on est sportif et qu'on dit on va faire attention à notre alimentation, on se laisse tenter. Puis là, on s'était dit, je vais surveiller tout ce que je consomme. Arrive un moment où, voilà, on perd un peu pied parce qu'il y a le côté festif, il y a le côté plaisir qui prend le dessus. Une fois qu'on est posé à table, est-ce qu'il y a des plats qu'il va falloir plutôt privilégier? Donc là, traditionnel pintade, dinde, marron. Est-ce que ça, c'est des choses que l'on peut mettre de côté ou est-ce que, voilà, si on est au fourneau, on peut s'orienter vers d'autres plats? Alors, bon, c'est vrai que les viandes blanches sont reconnues pour être des viandes qui sont plutôt maigres. Donc, faut pas hésiter sur, comme tu disais, pintade, chapon, etc. Même si c'est un petit peu gras à la cuisson, il y a une partie de la graisse qui s'en va quand même. Il reste plus que la chair. En accompagnement, un peu de légumes, un peu de féculents. Donc, les légumes, comme on l'a dit tout à l'heure, pour déjà réduire la proportion de féculents qui va être dans l'assiette, et puis également pour le rôle attrape-graisse ou capteur de graisse qui va être joué dans l'estomac. Les poissons aussi peuvent être une bonne alternative. Le gibier est par nature une viande quand même plutôt maigre. Euh, Par exemple, on peut imaginer du sanglier, des choses comme ça.
Ce qu'il faut éviter un petit peu, ça va être pas éviter, ça tout dépend des goûts de chacun, mais les sauces surtout, hein, faire attention aux sauces. Alors on peut mettre napper un petit peu de sauce, mais s'il y a une grosse proportion de sauce, il faut éviter de finir, de se forcer à finir le plat, par exemple, les fonds d'assiette. Mais ça, tu me l'avais dit, hein. On se Ouais, finit pas la sauce et on essaie de voilà. pas se resservir. Donc ça, c'est aussi un conseil. Voilà, la sauce concentre en fait quand même toutes les graisses et puis les arômes, les épices aussi. Hein. Donc du coup, ça, pour la vésicule, c'est que ça peut être un petit peu lourd. Ouais, on prend pas le pain pour finir sa sauce, on laisse ça de côté. C'est ça. Si on avance un petit fromage, quel serait celui que tu peux toi conseiller à tes patients quand tu as justement ces conseils de fête et tes recommandations? On se tournerait vers quel type de fromage qui soit pas trop calorique? Les fromages les moins caloriques sont les fromages frais, mais c'est pas forcément ceux qu'on présente lors de ces occasions. Par exemple, le chèvre frais, brebis frais, même des vaches frais, mais ils n'ont pas forcément beaucoup de goût. Alors, durant ces périodes-là, parfois ces fromages sont agrémentés de fruits secs, de cranberry par exemple. On peut imaginer un petit chèvre frais avec des cranberries, des morceaux d'abricots secs, etc. C'est ce qui peut être proposé parfois chez votre fromager. Mais c'est vrai qu'on retrouve souvent sur les tables les inconditionnels Saint-Nectaire, Comté, Beaufort, Brie, etc. Donc là, le conseil, la recommandation, ça va être toujours la même, c'est d'être modéré dans ses quantités, de manger lentement, de pas faire d'abus de trop de pain pour manger son fromage, et en se disant bien que derrière, c'est pas fini, le repas est pas fini, il y a encore peut-être le dessert qui suit, donc il faut en garder un petit peu pour le reste. Alors justement pour le dessert, est-ce qu'on sert la traditionnelle bûche, la bûche glacée ou tu as des desserts un petit peu plaisir parce que voilà, on reste quand même dans cette période de fête et il faut justement marquer le coup. Mais est-ce que la bûche crème au beurre ou la bûche glacée est forcément la meilleure des options? La bûche crème au beurre va être plus calorique que la bûche crème glacée. La bûche pâtissière va être plus calorique aussi que la bûche crème glacée, mais moins traditionnelle du coup et moins festive. Donc après, là aussi, c'est libre à chacun effectivement de se faire plaisir. Tous les desserts à base de fruits vont quand même être intéressants. Donc on peut imaginer des charlottes aux fruits, des bûches à base de fruits, bûches pâtissières mais à base de fruits. On peut imaginer des bavarois, des fraisiers, etc., des poiriers. Euh, Ou une bonne des salade de fruits traditionnelle bonnes avec des salades fruits de de saison. fruits. Oui. Voilà, c'est ça. Donc pourquoi pas, hein, ou un sorbet aussi. Hein. Donc, amélioré, bien entendu, mais il existe des recettes de sorbet amélioré ou de salade de fruits améliorée. Hein. Ça peut être sympa. Donc après, voilà, il faut savoir donc qu'un dessert qui est à base de fruits souvent est quand même moins calorique qu'un dessert purement pâtissier qui ne contiendrait pas de fruits, qui contiendrait essentiellement de farine, de la farine. Et donc après le dessert, on trinque. Alors ce que tu disais, champagne, c'est quand même préférable que des vins un petit peu plus sucrés, ou si les gens n'aiment pas du tout l'alcool, l'option Perrier pour garder un petit côté bulle. On va peut-être pas faire de pub Depuis, ouais. spécifique, mais voilà, des boissons un petit peu gazeuses qui permettent justement aussi de digérer un petit peu. Est-ce que tu as une idée sur un repas de fête, combien de calories on peut engranger? Combien ça représente par rapport à une prise alimentaire habituelle? Est-ce que c'est multiplié par 2? Est-ce que c'est multiplié par 3? Alors, ça va dépendre de chacun, je pense, mais Ouais. est-ce qu'on a une idée à peu près de ce que les gens peuvent consommer? On s'en rend pas compte au final. Là où traditionnellement, quand j'étais venu me voir, tu m'avais donné mon plan. Je savais que le matin, je devais prendre ça, le midi ça, le soir également. Là, ça laisse parfois un petit peu on va dire de latitude et on est moins on est moins rigoureux et moins attentif. Là, est-ce qu'on a une idée de ce que ça peut représenter? On peut être sur à peu près 4 fois la valeur calorique d'un repas normal. Hein. C'est-à-dire qu'on peut être sur un repas normal sur 500, surtout un dîner, c'est 500 calories, 400, 500 calories. Là, on peut facilement être sur 2000. Hein. On le voit parce qu'aujourd'hui, il y a des compteurs de calories qui permettent d'évaluer les quantités de calories d'un repas. Et tout au long de l'année, par exemple, quand j'analyse les carnets ou
les compteurs de mes patients, je vois parfois des repas qui montent à 2000 calories, à 1500 ou 2000 calories. Ça va très vite en fait. Ça va très vite. Surtout avec le type d'aliments qu'on peut rencontrer dans ce type de repas qui sont très concentrés en calories, comme le pain, l'alcool, les biscuits apéritifs, les sauces, le fromage, les desserts pâtissiers, etc. C'est vraiment des aliments très très concentrés en calories. Donc après un bon repas comme celui-ci, on essaie de bouger, de se dégourdir un petit peu. Alors, c'est un peu moins facile quand c'est le repas du réveillon le 24 au soir ou le 31. Le lendemain, j'ai pour habitude de faire une petite sortie course à pied. Est-ce que c'est quelque chose que tu recommandes ou vaut mieux éviter après un tel repas? Oui, à 100%, puisque du coup, ça va permettre de mettre en action les émonctoires de l'organisme, c'est-à-dire les organes qui sont chargés d'éliminer un petit peu le surplus, les déchets. Ça va permettre de s'oxygéner, ça va permettre aussi de prendre l'air, hein, comme quand quand on a trop mangé, on se sent un petit peu nauséeux, donc ça fait du bien. Et puis ça évite aussi d'enchaîner les repas sans aucun régulateur, hein. Et donc, entre les 2 semaines, entre le 24 et le 31, on essaie de reprendre quelque chose d'un petit peu plus normal, en faisant en sorte que ces deux journées et ces 3-4 repas restent, on va dire, dans l'exception de l'année. Oui, effectivement. Le gros risque, c'est d'avoir des restes en fait que l'on finit sur les jours qui suivent, et du coup, finalement, que ces 2 moments importants de l'année qui sont le repas de Noël et puis le repas du 31 et du 1er se transforment en une semaine totale d'écart alimentaire, et avec là des conséquences qui peuvent être plus importantes sur le poids pour ceux qui ont une sensibilité par rapport à cette thématique-là. Donc effectivement, dès le 26, il faut essayer de se remettre dans ses habitudes alimentaires. Il faut éviter de traîner trop de restes sur toute la semaine, parce que sinon ça va déstabiliser un petit peu les habitudes, ça modifie aussi les sécrétions hormonales, puisque si on a plus de sucre ou plus de graisse, on va pas réagir de la même façon. Donc, on va se réhabituer à manger soit plus épais, soit plus gras. Et on va rester un petit peu sur ce schéma-là dans les semaines qui suivent. Donc, ça va être plus dur de se remettre en ordre. Et en cette période justement où on voit des boîtes de chocolat qui traînent, et je sais que bon, à la maison j'ai tendance à piocher dedans, mon épouse ne dira pas le contraire, et je plaide coupable. Est-ce qu'il y a quand même certains chocolats qui vont être préférables à d'autres pour l'organisme? Moi, je privilégie les chocolats qui sont à plus de 65% de cacao, parce que c'est des chocolats qui vont être plus gras que sucrés. Or, si le chocolat est plus gras que sucré, il y a moins d'addiction par rapport à son effet. Il y a plus de cacao aussi, hein, parce que le gras du chocolat, c'est du beurre de cacao. Et puis, donc il y a plus d'intérêt aussi finalement pour le consommateur. Donc, un chocolat noir à plus de 65% de cacao est un chocolat qui va être plus gras que sucré. Un chocolat qui a moins de 65% de cacao va être un chocolat qui est plus sucré que gras. Et donc, je résume, il vaut mieux avoir un chocolat qui soit plus gras et moins sucré que plus sucré et moins gras. Sachant que dans la région, on peut trouver de très bons chocolatiers sur l'agglomération orléanaise. Enfin, j'en connais quelques-uns qui peuvent vous proposer des produits, on va dire, d'exception. Si on se projette le 2 janvier, comment on envisage cette reprise du sport après cette grosse vague de période d'alimentation un petit peu plus riche, un petit peu plus dense pour l'estomac? Comment on se remet en marche, même si on a adopté des différents conseils? Comment on peut repartir de l'avant et se projeter vers un rythme d'entraînement plus normal? On reprend ces conseils détox. Est-ce que on voit beaucoup ce genre de cure entre guillemets détox que certains proposent? Est-ce que ça a vraiment une réelle efficacité? Ça c'est, je l'ai chacun fait expérimenter ce type de programme s'il le souhaite. En fait, ce qui est sûr, c'est que quand on sort d'une période telle qu'une période de fête, le corps va être plus acide, plus sujet à l'acidité. On aura peut-être quelques kilos en plus. Donc, c'est une charge et des contraintes plus importantes sur le corps, sur les articulations.
et potentiellement aussi une sensibilisation plus importante des ligaments, des tendons. Du coup, il vaut mieux être prudent sur les quelques jours qui suivent ces périodes de fête, reprendre des entraînements, mais plutôt en foncier, pas forcément faire de l'intensité, parce qu'on est plus fragile, même si on le ressent pas, on est finalement peut-être plus fragile au sortir de ces moments-là. Donc on culpabilise pas, même si la balance n'affiche pas le poids de forme habituel. On sera fait du bien dans cette période un peu compliquée, confinement, Covid. Il y aura quand même un petit côté festif, mais on n'abandonne pas le côté sportif en étant prudent et en dosant sa pratique à la sortie finalement de cette période un petit peu de fête. Est-ce que tu vois dans cette début d'année, on va dire début janvier, des personnes qui sont lâchées pendant les fêtes et qui viennent pour un rendez-vous? Oui. Même elles anticipent. Même il y a des personnes qui ont pris rendez-vous avant les fêtes pour justement tout de suite qu'on puisse éteindre l'incendie. Donc il y a des rendez-vous qui sont déjà fixés à l'avance, de nouveaux rendez-vous. Et puis il y aura des rendez-vous qui seront fixés effectivement aussi tout de suite après les fêtes. Ouais. C'est le plus gros mois de l'année, le mois de janvier. Donc les bonnes résolutions, en espérant qu'elles ne s'estompent pas très rapidement, parce que bon, c'est vrai que c'est c'est quelque chose qu'on met en place sur l'ensemble de l'année et pas spécifiquement, je pense, sur quelques semaines ou quelques jours dans cette période un petit peu dense au niveau alimentaire. Est-ce que tu aurais un dernier conseil, David, à nous donner pour passer justement tranquillement ces fêtes? Donc on rappelle, on va privilégier quand même l'activité, donc du mouvement sur l'ensemble de cette période. On privilégie des choses qui sont, on va dire, relativement naturelles. Donc tu l'avais évoqué tout à l'heure sur les apéritifs avec des choses à base d'endives, à base de radis, plutôt les viandes blanches. On alterne entre les verres d'alcool et les verres d'eau. Et puis, plutôt des choses à base de fruits pour les desserts. Un dernier conseil, un dernier mot pour nos auditeurs afin de passer tranquillement cette période. Peut-être un dernier conseil, peut-être en forme de pointe d'humour. Ne vous pesez pas le lendemain des fêtes. C'est ce que souvent font de nombreux patients. Ça n'a pas forcément d'utilité. Ça va nous traumatiser pour pas grand-chose. Ce qu'il faut savoir, c'est que pour stocker les aliments et les nutriments, l'organisme a besoin de beaucoup d'eau et donc il va stocker beaucoup d'eau en même temps qu'il va stocker les nutriments qui ont été consommés. Ce qui fait par exemple, pour 1 gramme de glucides, on va stocker 3 millilitres d'eau. Donc en fait, on va stocker 3 fois le poids de l'aliment. Donc ce qui fait que le lendemain, on peut avoir une prise de poids qui est totalement déconnectée des quantités qu'on a consommées. Donc on peut avoir un petit peu un sentiment d'ingratitude par rapport aux efforts qu'on a fait. Donc vous pesez pas le lendemain, attendez 2-3 jours avant de vous peser et voir si dégâts ou pas il y a eu. Tu encourages les gens à se peser tous les combien? Est-ce qu'il y a une règle? Tous les jours, ça sert à rien, je pense. Non, moi c'est toujours le lundi et le vendredi. Donc on laisse le week-end finalement, tranquille. On laisse passer. C'est ça. Lundi et vendredi. Et après, pour les personnes qui n'ont pas forcément de poids à perdre, qui veulent juste faire un contrôle, une stabilisation, c'est le mercredi, parce que c'est le poids le plus intéressant. Il est suffisamment éloigné du week-end pour qu'on n'ait plus à ressentir les effets. Et donc c'est un poids qui est plutôt très révélateur du poids réel que l'on fait. Très bien. Bon, alors, je pense qu'on a pris note de tous tes conseils. On te retrouvera pour un épisode spécifique sur l'alimentation du sportif. Et puis, je pense sur un autre épisode, parce que tu nous parleras de ton expérience, parce que tu es modeste quand tu dis que tu pratiques un petit peu de natation, un peu de sport. Tu es quand même très à l'aise et très compétitif dans cette discipline qui est le swimrun. Donc, on te reverra, je pense, bientôt dans le podcast. Je souhaite donc à tous, et je te souhaite, David, également de passer de bonnes fêtes. Et puis, on se retrouve très rapidement pour un nouvel épisode donc du podcast À côté de mes pompes. Pour l'heure, je vous souhaite de passer de bonnes fêtes et de prendre plaisir avec votre famille. Passez de bonnes fêtes à tous. Salut Seb. J'espère que cet épisode avec invité vous aura plu. Je vous remercie infiniment de votre écoute.
pour faire remonter le podcast dans les classements, je vous invite à laisser une petite évaluation sur Apple Podcast, 5 étoiles, un petit commentaire, ça me fera énormément plaisir et vous permettrez au podcast d'être remonté, diffusé, déployé sur ces différentes plateformes de façon plus importante encore qu'il n'est actuellement. Et puis je vous invite à me retrouver sur les différents réseaux, Facebook, Instagram. Laissez votre petit message, votre commentaire, ça me fait plaisir d'échanger avec vous. Si vous avez des questions, si vous voulez échanger sur quelconque sujet en lien avec la course à pied, mais pas que, parce que le sport c'est une philosophie de vie et c'est une passion qui nous anime de façon commune, donc n'hésitez pas à venir échanger avec moi. Sur ce, je vous souhaite une bonne fin de semaine, un bon week-end et je vous dis à la semaine prochaine pour un nouvel épisode du podcast À côté de mes pompes.